Alors, je ne sais pas, je crois que ce serait intéressant que vous vous présentiez pour que les Ouais, personnes puissent savoir un peu plus à propos de Alexandre avant qu'on commence ouais, à bien vous sûr. faire quelques questions. Alors, moi, comme vous, j'ai une carrière, enfin, j'ai une première partie de carrière en entreprise, puisque j'ai été responsable du service client dans une mutuelle. Et j'ai quitté mon poste, j'ai démissionné en 2018 pour me lancer dans la silver economy de façon un peu. Je m'intéressais, je me suis toujours intéressé, j'ai toujours eu un angle très, très social dans mes activités. Euh, et je m'intéressais au sujet du vieillissement. Et donc, du coup, j'ai pu acquérir une certaine autorité en fait sur ces sujets-là, notamment tout ce qui concerne l'habitat, les alternatives aux maisons de retraite. Donc, moi, ça fait 7 ans que je travaille dans la silver economy et j'ai deux activités simultanées. La première activité, c'est que je crée des contenus. Donc, j'ai une newsletter principalement. Et c'est que je travaille pour des clients où je fais du conseil d'une part, c'est-à-dire que je les aide à la fois à trouver, à identifier le bon positionnement par rapport à leurs produits. Parce que en France, c'est très difficile de vendre directement aux personnes âgées. Moi, à 60 ans, je regarde un marché qui ne m'emporte pas les choses que je veux. Par exemple, je ne veux pas utiliser euh, des robes, des vêtements pâles qui vont me cacher, qui vont, hein. Moi, je veux des choses différentes, des choses que les jeunes veulent, par exemple. Alors, c'est bien intéressant de comparer parce que aussi, comme nous avons vieilli très rapidement, les entreprises nous considèrent le Brésil un pays jeune. Alors, c'est pour ça que l'agisme est très fort au Brésil. Oui, mais en fait, on a le même paradoxe en France. Je pense qu'il est encore plus marqué en France parce que à la différence du Brésil, en fait, il y a moins de jeunes. Il y a moins de jeunes, en fait, comment dire, la natalité a beaucoup ralenti depuis 40 ans. Et donc, du coup, aujourd'hui, la part des moins de 25 ans dans la population chute et elle va continuer à chuter. Donc, en fait, on va avoir un décalage important, notamment dans l'emploi, où il y a des fonctions, à un moment, on s'en rend pas bien compte aujourd'hui, mais enfin, on s'en rend compte dans certains métiers en tension, mais c'est pas non plus généralisé, notamment dans le tertiaire. Mais voilà, il y a un décrochage comme ça qui nécessiterait on préserve dans l'emploi un certain nombre de personnes de plus de 50 ans. Et pourtant, en fait, ça se fait pas. Et donc, c'est pareil qu'au Brésil. Une personne qui perd son emploi passé 45 ans, elle a du mal à retrouver. Une personne qui perd son emploi passé 50 ans, c'est vraiment très, très compliqué pour elle euh, de retrouver, quoi. Enfin, ou de retrouver dans des conditions similaires à ce qu'elle a perdu. Et donc, il y a une crispation du marché de l'emploi et qui a un autre impact dont moi je me rends compte un peu, c'est que les gens qui ont plus de 50 ans ont tellement peur en fait de perdre leur travail qu'ils perdent aussi un petit peu l'audace. Et donc Oui, finalement, c'est ça. c'est un peu paradoxal parce qu'en général, c'est une des raisons pour lesquelles on les licencie et qu'ils ont perdu un petit peu l'audace, le courage, un petit peu la créativité qu'ils avaient avant. Et donc du coup, finalement, Ça fait un, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais rien dans le monde de l'entreprise ne leur permet en fait de changer les choses, quoi, parce qu'elles savent pas. En fait, il y a une sorte d'épée de Damoclès. Elles peuvent se retrouver à la rue du jour au lendemain, d'autant plus si vous êtes dans des postes de direction où le risque de licenciement il est beaucoup plus fort que dans des postes moins exposés. Et donc, il y a une forme de paradoxe. Et aujourd'hui, même il commence à y avoir une prise de conscience, il commence à y avoir des personnes, des influenceurs qui prennent la parole sur ce sujet, qui se positionnent justement sur l'emploi des seniors, ça reste encore assez peu visible, alors que pourtant, il y a un enjeu très très fort à ce niveau-là. enfin, si vous pouviez nous expliquer rapidement les quatre visages de la silver economy,
et comment on peut combiner ces perspectives. Ce serait beaucoup intéressant pour qui est en train de nous voir ici. Ouais. En fait, oui, d'après mon analyse, donc comme je vous disais, on a un tropisme en France, en fait, sur la silver economy de penser, de tout focaliser sur la dépendance. Et donc, en fait, on ne voit pas d'autres sujets qui sont un petit peu en marge, qui ont plus de, je pense, me semble-t-il, mais peut-être que je suis biaisé par ma propre veille, qui ont plus d'audience et plus d'investissement, notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord. Euh, en France, on est très, en fait, les quatre visages, c'est l'approche sociale, l'approche longévitiste, l'approche curative spécialisée et l'approche préventive. En France, on est très orienté sur l'approche sociale, ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets qui se développent avec pour objectif de venir en soutien aux personnes dépendantes et à leur entourage. Et donc ce soutien, il va s'exprimer d'une part sur des services et d'autre part sur des produits. Donc il y a des services de communication, notamment parce qu'on considère qu'une personne âgée aujourd'hui elle a du mal à s'approprier les moyens de communication digitale modernes, donc du coup, on va lui proposer des services de communication spécifiques. Mais il y a aussi du soutien psychologique, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent seules, et dans une société qui ne s'est pas préparée au vieillissement et au fait qu'il y ait tant de personnes qui soient seules, en fait, quoi. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont menés principalement aux États-Unis ou en Asie sur ce sujet. Et il y a tout un écosystème de gens qui adhèrent à ces thèses-là et qui donc développent des usages, des pratiques, des régimes qui prennent des cachets, etc., afin de ralentir leur vieillissement cellulaire avec des effets pour le moment qui restent quand même assez marginaux. Mais il y a vraiment beaucoup d'investissements financiers qui sont faits sur le sujet. Ensuite, il y a une approche, ce que j'appelle l'approche curative spécialisée. C'est-à-dire qu'on va chercher à guérir les maladies qui sont provoquées par l'âge en travaillant vraiment sur les maladies, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces maladies, la plupart, on n'a pas de traitement curatif. Donc, du coup, c'est simplement plutôt des traitements qui sont employés pour ralentir les effets ou bien une communication très orientée autour de la prévention et du bien-être, qui est donc le quatrième visage, qui consiste à dire, un peu de la même façon que les longévitistes, on sait que la plupart des maladies liées à l'âge, on pourrait les éviter si on avait un comportement plus sain. On pourrait les éviter si, avec une alimentation plus saine, si on buvait moins, si on faisait plus d'exercice physique, si on avait une vie spirituelle plus riche, etc. Et donc, du coup, essayons d'adopter des comportements plus sains de façon à ralentir enfin, le risque en fait de déclencher des maladies. Et aujourd'hui, en France, au niveau médical, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train d'adopter cette approche-là, l'approche préventive. D'une part, parce que le curatif, ça coûte très cher, et d'autre part, parce que bah, c'est dans l'intérêt de tout le monde d'être en bonne santé, quoi. Et donc, du coup, on a ces quatre tendances qui se croisent à certains moments, c'est-à-dire que la prévention aujourd'hui, c'est un sujet pour beaucoup d'acteurs en France, notamment des pouvoirs publics, les assureurs, etc. Mais personne n'a vraiment trouvé comment en faire. La longévité, c'est pas un sujet, enfin, c'est un sujet ultra marginal, quoi. C'est encore perçu comme du transhumanisme, donc c'est assez mal vu. Le social, c'est l'angle dominant. Et bon, ça, c'est caractéristique de la France. Et, euh, et voilà, et le curatif, bon, bah, on en fait parce qu'il faut bien soigner les gens. Mais en fait, pour moi, ces quatre supports, ces quatre sujets qui vont vraiment définir les approches et qui expliquent les comportements et qui doivent être pris en compte, peut-être pas par tous les projets, mais sur lesquels il y a des besoins réels. Et la difficulté sur le volet social, c'est que, comme je le disais en intro, enfin tout à l'heure, certes, il y a des besoins, mais
en France, c'est des besoins pour lesquels les gens estiment qu'ils n'ont pas à payer. Et donc, du coup, c'est compliqué de leur vendre, puisqu'ils disent, bah non, mais ça, c'est l'État qui doit payer. Ça, c'est ma mutuelle qui doit payer. Ça, c'est je ne sais pas qui doit payer, mais pas moi. Et donc, du coup, c'est assez difficile de leur vendre, ce qui est assez logique, parce que quelque part, vous leur vendez une compensation sur des choses qu'ils pouvaient faire avant et qu'ils peuvent plus faire. Donc, du coup, ils voient pas vraiment le besoin. Et je trouve très intéressant de voir comment ce qui se passe dans des autres pays, les études, et lire à propos de tout ça, parce que je crois que ce sont des choses importantes aussi de montrer ici au Brésil, que les personnes qui étudient tout cela puissent savoir, comparer, voir comment nous sommes en comparaison avec les autres pays. Et je crois qu'en Europe, c'est totalement différent. Je crois que nous sommes vraiment un peu plus euh, euh, américanisés ici au Brésil. Et peut-être pas tellement en retard comme je crois que beaucoup de personnes en dehors du Brésil trouvent que nous sommes. Alors, je tiens à vous remercier de m'avoir donné cette opportunité, qui plus est de pouvoir faire l'échange en français, parce que j'aurais pu le faire en anglais, mais ça nécessite, enfin, j'aurais été moins fluide. Euh, je pense qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui on a un problème, en fait, en France, en tout cas, avec la silver economy, c'est qu'on a du mal à la penser en dehors de nos frontières, paradoxalement, parce que d'un côté, on a inventé une filière et on lui a donné un nom anglais dans l'espoir de l'internationaliser, et d'un autre côté, en fait, on le fait pas. Et il y a des acteurs aujourd'hui dans le monde entier, enfin dans certains pays en tout cas, qui déjà structurent les choses, organisent des choses. Ça se passe en Chine, moi je l'ai vu récemment au Maroc, il y a des pays européens aussi qui structurent des trucs, des projets, mais ça reste très concentré au niveau régional. Alors qu'on aurait intérêt à dialoguer dans la mesure où la problématique du vieillissement et ses conséquences sur les populations sont les mêmes en fait dans tous les pays, même s'il y a des spécificités. Et donc je trouve que c'est intéressant de pas toujours regarder les mêmes pays, parce qu'on regarde toujours le Japon, parce qu'ils ont un peu d'avance, enfin ils ont 20 ans d'avance sur nous, mais en termes de vieillissement, donc on regarde toujours le Japon, mais en fait il y a plus de facilité, je pense. Ouais, c'est pas évident de s'approprier les recettes japonaises, quoi. C'est plus évident de s'approprier des recettes de pays qui ont quand même un terreau culturel commun avec les Européens, etc. Et c'est le cas du Brésil. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir d'autres horizons et de se comprendre et voilà, d'ouvrir un petit peu d'ouvrir les portes, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant aussi qu'on ait cet échange. Vous remercier de cet échange vraiment intéressant.